Bien, donc moi je vais vous parler d'une autre méthode qui n'implique pas de mesures directes sur l'environnement, mais donc qui passe à travers la modélisation. Donc je rappelle les questions posées. Combien de temps nécessaire pour évaluer l'effet d'un changement agricole sur une position nitrique? Donc là maintenant c'est que l'azote et que les nitrates dont on va parler. Quel processus et quel facteur contrôle ces temps? Comment l'estimer, agir dessus? Et quel lien y a-t-il entre temps de réponse et capacité tampon? L'intérêt de la modélisation par rapport à ces questions, c'est qu'elle permet de réaliser ce qu'on appelle des expérimentations numériques ou virtuelles. C'est-à-dire que on peut virtuellement injecter des traceurs dans un bassin versant, sur tout un bassin versant. On peut faire varier les pratiques agricoles à volonté. Ça vous fait rêver, ça, hein? Et on peut suivre des effets sur des temps très longs. C'est une méthode qui est une méthode intégrative, à savoir que les modèles, ils simulent le comportement des bassins versants dans leur ensemble, en tant que système. Et donc, on essaie par là de prendre en compte au maximum les processus les plus importants qui vont composer ce temps de réponse. Et puis, un troisième intérêt de la méthode, c'est que ça permet de valoriser un peu toute l'information disponible. C'est-à-dire, on peut utiliser les chroniques long terme, des données agricoles, on peut aussi utiliser les données de l'hydrogéologie, les données sur les sols, etc., etc., soit pour alimenter le modèle, soit pour le conforter ou le tester. Donc là, je vais vous présenter, mais de façon extrêmement rapide, deux types de résultats avec deux types de modèles. L'un, c'est un modèle dit conceptuel simple qui fait son focus sur la simulation des variations à long terme des concentrations observées. Donc c'est vraiment un modèle qui a pour but de voir un peu, d'essayer d'expliquer les variations saisonnières et les variations pluriannuelles des concentrations. Et puis l'autre modèle, TNT2, qui est spatialisé, plus complexe, et qui lui fait le focus sur la prise en compte des processus spatiaux et sur la simulation de scénarios, en particulier scénarios d'évolution agricole. Alors le premier modèle, Etna, alors c'est un modèle qui fonctionne avec un premier réservoir qui est en fait un réservoir sol qui va calculer par la méthode du bilan sol, la méthode du bilan sur la base de données agricoles enregistrées, un excès d'azote, et cet excès d'azote, il va le router par effet piston à travers le sol avec un petit modèle très simple qui s'appelle le modèle de Burns. Et donc on va avoir à l'entrée dans les aquifères une quantité d'eau et une concentration en azote qui va varier au cours du temps. Et là, on va passer dans deux réservoirs. Alors là encore, il s'agit de deux réservoirs qui ne sont pas l'un au-dessus de l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Donc des réservoirs qui sont purement théoriques, qui sont un réservoir qui est rapide, relativement rapide, c'est-à-dire que ce n'est pas les réservoirs du modèle Gardenia dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est que là, on va s'intéresser uniquement au débit de base. Donc on ne va pas essayer de reconstituer les crues, on va reconstituer uniquement le débit de base. Donc quand on parle de modèle relativement rapide, c'est pas quelque chose avec des constantes de temps de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, c'est quand même un modèle avec des constantes de temps qui sont de plusieurs années. Et un modèle lent, qui a donc plutôt des constantes de temps de l'ordre de la décennie, de plusieurs décennies. Et donc on va caler, donc c'est un modèle qui fonctionne sur une base de calage, donc plus on a de données, plus on a une chronique longue, mieux ça marche, plus on est sûr des résultats. Et donc on va caler à la fois la taille de ces réservoirs, leur constante de temps, et la proportion d'eau qui vient de l'un ou de l'autre des réservoirs. Je vais vous montrer
un seul résultat avec ce modèle, qui est donc le résultat obtenu sur un petit bassin versant du sud de Finistère, le bassin versant de Carrien, un tout petit bassin versant de 10 hectares. L'avantage de ce petit bassin versant, c'est que on connaît très bien l'historique des pratiques agricoles parcelle par parcelle sur ce bassin versant depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, et on a eu accès à une reconstitution historique de ces pratiques sur la période précédente, qui est relativement réaliste et relativement proche de la réalité, puisqu'on a un peu accès à la mémoire des agriculteurs qui ont vécu là-bas. Donc cette reconstitution des pratiques en termes de lessivage d'azote, vous l'avez ici sur le graphique de droite. Et donc vous avez l'application de ce modèle sur ce bassin versant, avec, à partir des années 90, les données observées qui permettent de caler le modèle, et avant la reconstitution historique. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui fonctionne avec une quantité de paramètres extrêmement limitée, hein. On a en gros 5-6 paramètres. On est capable, avec le même type de paramétrage du compartiment lent et du compartiment rapide, mais simplement en faisant varier la proportion entre les deux, on est capable de simuler différents bassins versants avec des dynamiques très différentes. Et puis vous voyez, en termes de reconstitution des concentrations, on est quand même pas mal. Donc le tout, donc tout se passe un peu comme si, à l'échelle pluriannuelle, les concentrations en nitrate résultaient du mélange entre une nappe relativement lente et une nappe relativement rapide, alors qu'on peut rapprocher avec tout ce qui vous a été dit tout à l'heure sur les altérites, sur la zone fissurée, etc., à ceci près que on n'a pas la prétention ici d'en faire une interprétation réaliste et mécaniste, hein. C'est-à-dire, on dit simplement, voilà, le bassin versant, il a l'air de fonctionner comme ça, c'est cohérent avec les entrées agricoles, et l'avantage aussi de ce modèle, un des intérêts de ce modèle, c'est de montrer que la question des variations cycliques de concentration, hein, vous savez tous, il y a des bassins versants où les concentrations montent en hiver, descendent en été, il y en a d'autres où ça, c'est le contraire, certains où rien ne se voit de façon nette, et pendant longtemps on a interprété ça comme des différences de fonctionnement hydrologique bien particulier, et avec ce modèle on s'aperçoit que finalement on peut aussi expliquer ça simplement avec des évolutions différenciées des pratiques agricoles au cours du temps, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien sur un même bassin versant passer d'un système de cycle avec maxima en hiver à un système de cycle avec maxima en été, simplement en faisant varier au cours du temps les pratiques agricoles et les apports de nitrate à l'exutoire. Un point de contrôle de ça aussi avec des observations in situ. Donc ces modèles de nappe, un des points importants de leur fonctionnement, c'est que, comme Luc vous l'a évoqué tout à l'heure, ils présupposent qu'on a une partie de l'eau qui est relativement mobile et une partie de l'eau qui ne bouge pas, donc qui contient du nitrate, qui va échanger son nitrate avec l'eau mobile, mais qui va rester, elle, immobile. Et en fait, on s'aperçoit que ce type de fonctionnement, il y a plein d'arguments qui montrent que ça a l'air de marcher assez bien pour ce qui est donc de la zone en particulier altérée, où, par des observations de type évolution saisonnière des concentrations dans les piézomètres, on peut mettre en évidence qu'il y a effectivement des échanges au sein du sol, au sein de l'altérite, entre une porosité qui serait plutôt mobile, plutôt rapide, et puis une porosité plutôt lente. Ce qui explique effectivement des différences d'estimation des temps suivant qu'on prend en compte des caractéristiques de porosité proprement dit ou des caractéristiques plus dynamiques.
Je ne vais pas détailler ça. Deuxième modèle, bon, que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Donc là, un modèle qui finalement, sur le principe, n'est pas si différent que ça. C'est un modèle qui fonctionne lui aussi avec un réservoir de surface où le nitrate va aller progressivement de couche en couche et un réservoir profond. La différence, c'est que là, les pratiques agricoles sont simulées de façon continue. Le compartiment plante est aussi simulé, donc on fait varier la pousse des plantes en fonction des pratiques agricoles, en fonction du climat, etc. Et on a un réservoir de NAC qui est unique, simplifié, mais qui fonctionne un peu sur un modèle où plus on va en profondeur, plus c'est lent. Modèle simplifié de ce type-là. Et là, donc par rapport aussi au modèle précédent, c'est que on prend en compte l'aspect spatial, puisque bien évidemment, si on se retrouve près du ruisseau, on va avoir des temps de transfert qui vont être beaucoup plus rapides que si on est en amont. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'avec le même modèle, suivant la façon dont on l'utilise pour calculer des temps de transfert ou des temps de résidence, on peut avoir des résultats assez différents et complémentaires. La première méthode, c'est traçage virtuel. Alors on prend un bassin versant, indemne de traceurs, et on va injecter un traceur qui a un soluté parfait, c'est-à-dire aucune réaction avec la matrice physique, aucune réaction biogéochimique, c'est comme un sel qui se baladerait en même temps que l'eau de façon totalement inerte. On l'injecte au temps zéro, et puis on regarde à quelle vitesse il arrive à l'exutoire du bassin versant. Donc première courbe, ici vous avez le pourcentage de traceurs récupérés et évacués à l'exutoire en fonction du temps en année après l'injection. Et là, vous voyez par exemple que, en gros, la valeur 50% de traceurs évacués, ça correspond à peu près à une définition du temps de résidence moyen. Ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage de sortie du traceur par rapport à ce qu'on a injecté en entrée en fonction de l'année. Et là, vous voyez mise en évidence l'effet du climat, c'est-à-dire que bon, une année humide, on va déstocker plus qu'une année sèche, et donc ça va nous donner une irrégularité dans le temps de transfert qui est lié directement aux variations climatiques. Et puis ce que vous avez là, c'est en termes de variation de concentration à l'exutoire, où vous voyez que vous avez une partie du traceur qui arrive très rapidement à l'exutoire. Vous avez dès le début, dès la première année, des concentrations en traceurs qui sont fortes au niveau de l'exutoire. Ça veut dire que vous avez une composante rapide, vous avez une certaine proportion des eaux qui va arriver dans l'année même au niveau de l'exutoire, et puis en queue de courbe, donc à très long terme, vous avez la contribution des eaux qui viennent de plus loin dans le bassin versant, de plus profond, qui vont arriver à ce moment-là. Deuxième type d'approche, le modèle fonctionne aussi par calage. On cale un certain nombre de paramètres, et en particulier, on cale des tailles de réservoirs, des porosités, des épaisseurs. Donc un peu l'équivalent de ce que vous a montré Bruno Mugin, mais qui étaient des choses mesurées. Là, on le fait par calage. Ça ne dispense pas d'ailleurs de comparer. On voit que dans certains cas, c'est cohérent, dans d'autres cas pas. Et à partir de ces paramètres calés, on peut recalculer, de façon théorique, des temps de résidence moyens. Donc on a fait ça pour un certain nombre de bassins versants en Bretagne, et vous voyez des temps de résidence moyens qui se baladent entre 3 ans et 16 ans. Donc assez cohérent avec ce que vous a montré Bruno Mugin tout à l'heure, tout simplement parce que c'est un peu le même type de méthode, hein, c'est-à-dire on estime des volumes, on estime des flux qui traversent ces volumes,
Et de là, on en déduit des temps de résidence moyens. Mais bon, là encore, il s'agit d'une moyenne, maintenant vous commencez à le savoir. Il faut aussi prendre en compte la distribution des transferts pour avoir vraiment une idée de la réponse des bassins versants. Et ça, c'est la troisième méthode. Alors, hein, il y a une animation. Non, pardon. Troisième méthode, il manque le titre. Donc là, c'est la méthode qu'on a appelée par scénario d'inertie, où on va essayer de diminuer le plus rapidement possible les fuites d'azote au niveau du sol. Alors, dans le modèle, on n'a pas choisi de mettre artificiellement à la base du sol les concentrations à zéro, un peu comme l'expérimentation virtuelle que vous a montré Luc au début. Là, on se dit, ben, on change radicalement l'occupation du sol du bassin versant de façon à avoir un couvert végétal qui pompe au maximum l'azote qui est présent et on n'en apporte plus. Alors ça, c'est obtenu en mettant un couvert permanent qui absorbe beaucoup d'azote et dont on en exporte la récolte tous les ans, donc c'est complètement virtuel, mais ça permet d'avoir la vitesse maximum de diminution du lessivage dans le sol en prenant quand même en compte l'inertie de la matière organique du sol qui va des apports précédents, ce que je vous ai montré au début. Et donc avec ça, on peut là aussi regarder l'allure des courbes de concentration au cours du temps. Donc là, je vous ai montré deux bassins versants où à partir de ces courbes, ben, on peut regarder à quel moment on a diminué de moitié les concentrations, donc temps moyen de résidence. Là, on obtient pour ces deux bassins 7 ans et 5 ans. Tout à l'heure, on était à 6 ans en temps moyen de résidence calculé à partir des paramètres, donc c'est assez cohérent. Mais ce que vous voyez, c'est des courbes qui sont d'allure extrêmement différentes dans les deux cas, avec un temps d'équilibration pour le peu qu'on serait capable de le calculer, qui dans un cas est atteint à peu près de façon claire au bout d'une dizaine d'années, alors que dans l'autre, au bout de 15 ans, on n'est toujours pas à l'équilibre. Et donc là encore, c'est exactement l'illustration de ce que vous a montré Luc au début. Ben, on a un bassin versant dans lequel on a probablement une composante lente relativement importante et une composante rapide relativement faible, alors que dans ce cas-là, c'est plutôt unimodal avec une composante qui a un temps de résidence autour de 5 ans. Oui, j'ai quasiment fini. Donc là, je vous ai remis la même chose, avec cette fois le même type de tableau. Là, je vous ai pas mis le nom du bassin. Où là, ce que j'ai mis en résultat, c'est le temps nécessaire pour atteindre 10 mg par litre à partir de la concentration où on est à l'heure actuelle. Donc là, ça inclut en plus, comme variable, la concentration initiale en azote du sol, parce que bien évidemment, plus on est élevé, a priori, plus on va avoir du mal à descendre. Mais vous verrez que c'est pas tout à fait linéaire, loin de là. Très rapide réflexion sur le temps de réaction. Là, vous avez simulation de scénarios avec un scénario très différent et deux scénarios qui sont relativement proches. Ben là, on voit que dans un cas, le temps de réaction, on va pouvoir l'identifier clairement, et dans l'autre cas, sans modèle, on serait incapable de déterminer le temps de réaction. Donc il est bien évident que le temps de réaction, ça va complètement dépendre de l'ampleur des variations qu'on va produire au niveau des entrées. Conclusion, les temps de réponse, c'est différent des temps de parcours, car les chemins sont chaotiques, interrompus, etc. Il y a des endroits dans le bassin versant où on commence à bouger, puis après on reste immobile pendant un moment. Le temps de réponse, il inclut des stockages et des déstockages qui sont liés au processus biogéochimique.
Le temps de réponse dépend fortement de l'importance de la perturbation apportée. Et puis, un dernier point qu'on n'a pas abordé, mais qui est bien sûr tout à fait fondamental, c'est que dans toutes nos modélisations, on est parti du principe que du jour au lendemain, on fermait le robinet à nitrate ou on le diminuait. Mais dans la réalité, il y a les temps de réponse du système social qui sont souvent bien supérieurs à celles du système physique. Conclusion opérationnelle. Premièrement, sur le suivi, il est bien évident que pour pouvoir détecter des changements, il faut avoir des suivis de concentration qui sont de bonne qualité, donc des chroniques homogènes et relativement fréquentes. Ensuite, il n'y a pas de lien simple entre l'allure des courbes de nitrate et les temps de réponse. C'est ce que je vous ai dit avec les variations saisonnières. Les deux ne sont pas forcément liés. Troisième, on vient de le dire, plus l'amplitude des changements est grande, plus la réponse visible sera rapide. Ensuite, pour un même degré d'action, il est bien évident que si on fait les changements proches du cours d'eau ou si on les généralise sur l'ensemble du bassin, on aura une réponse plus rapide que si on les fait sur les parties hautes du bassin uniquement. Rapide.